Voilà, écoutez, bienvenue au 33e Salon international du livre de montagne de Passy, pour continuer dans le grand froid, puisque nous allons passer pendant 1 heure un hiver en Mongolie, et où l'on va se nourrir du silence sur la ligne pure des steppes enneigées, en compagnie des bergers et de leur intimité fraternelle. Ces bergers nomades qui vont initier l'écrivain voyageur au métier de berger. Donc Marc Allo est parmi nous. On est très heureux de le revoir après de longues années de voyage de par le monde. C'est un écrivain voyageur, mais pas seulement, puisqu'il a signé une très belle biographie de Joseph Kessel. Et son histoire est vraiment passionnante parce qu'il a parcouru tous les continents pour nous émerveiller et nous rapporter à chaque fois des livres et des diaporamas de toute beauté qui nous font voyager sans trop quitter, sinon notre chambre, du moins l'auditorium du Collège de Varence. Merci, bonsoir à tous. Je suis très heureux de tenter de vous faire partager la passion que je nourris depuis une vingtaine d'années pour la Mongolie. Une passion tenace, coriace au dire de mon épouse, qui endure mes départs répétés pour des périodes de 3 à 6 mois dans ce vaste pays d'Asie septentrionale dont nous connaissons tous le nom sans nécessairement en savoir grand-chose. La Mongolie, avec Oulan-Bator, sa capitale, située à 7000 km de chez nous. C'est un pays dans lequel je me suis rendu avant même d'en passer les frontières. J'ai, pour ainsi dire, découvert la steppe en France. À partir de l'adolescence et jusqu'au début de la vie adulte, plutôt que de courir les filles, j'ai gaspillé mon temps en arpentant les chemins de randonnée en France. Et j'ai eu une sorte d'émotion esthétique sur les plateaux calcaires du Massif central, les Causses. Alors nous connaissons tous le Causse du Larzac, avec son histoire contestataire bien connue, mais il y en a d'autres, le Causse de Blandas, le Causse de Sauveterre et le plus montagnard, le plus isolé d'entre eux, le Causse Méjean, est dénommé, surnommé la Petite Mongolie par les habitants du coin. C'est entre l'Aveyron et la Lozère. C'est là même qu'il y a peut-être le seul écosystème de steppe en France, et c'est là qu'avait été réintroduit le cheval de Przewalski. Vous savez, ce petit cheval rustique avec une crinière en crête de punk, une tête de boxeur, et qui est peut-être celui qui a été représenté sur les parois des grottes, les parois rupestres des grottes de Lascaux, d'Altamira, etc. Ce cheval s'était éteint à l'état sauvage en Mongolie dans les années 60. Et après cette émotion esthétique, alors que j'avais environ 18 ans, je me suis juré de ne jamais quitter la France jusqu'à l'âge de mes 25 ou 26 ans et de continuer d'arpenter l'Hexagone. Et puis voici qu'à 25 ans, j'ouvre un atlas avec mon ami d'enfance, Laurent. Et puis nous cherchons à retrouver ces paysages du Causse Méjean, ces paysages qui ne doivent leur beauté non pas à l'harmonie d'un chaos rocheux ou d'un bosquet, mais uniquement à la souplesse des courbes de la steppe jusqu'à l'horizon. Alors nous pointons du doigt sur l'Atlas les grandes plaines d'Asie centrale, et puis, mais aussi les grandes plaines américaines du Midwest. Et puis comme mon ami d'enfance était farouchement d'extrême gauche, il m'a dit non, on ne va pas chez les Américains, on va côté ex-bloc soviétique. Et voilà comment est née une passion que je nourris depuis une vingtaine d'années et qui maintenant me fait écrire dans la presse, participer à des colloques d'anthropologie. Bref, je suis ici pour vous parler de la Mongolie et non pas de mon histoire personnelle, alors allons-y. Ah oui, peut-être faut-il que j'allume la télécommande. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de géographie, mais tout de même, pour vous situer le pays dans lequel nous allons, suivez le pointeur pour suivre en même temps la frontière avec la Fédération de Russie, 3000 km de frontière à travers les taïgas du sud de la Sibérie, et puis 4300 km de frontière à travers le désert de Gobi, frontière avec la Chine. Vous imaginez bien toute la difficulté qu'un pays, même s'il est vaste, 3 fois la France, qu'un pays peut avoir pour se développer et subsister entre le marteau et l'enclume, entre l'ours russe et le dragon chinois.
Je vais vous parler du désert de Gobi parce que mes premiers voyages se sont faits à pied. Vous voyez ici en pointillé mes itinéraires à pied dans le pays. C'est 7000 km de marche en 2 années de voyage, pendant 8 mois avec des chevaux de bas et le reste du temps sac au dos. Voilà. Et puis la capitale est ici. C'est là que je vous emmène très brièvement avant de filer dans l'ouest du pays où nous allons passer l'hiver, ici, dans un tout petit massif en plein désert de Gobi, un massif montagneux. Alors, on va essayer, voilà. Alors, simplement une photo pour vous montrer l'ambiance. C'était le tout début de mon premier voyage, il y a une vingtaine d'années, un voyage de 6 mois avec mon ami d'enfance Laurent. Nous avions traversé intégralement le désert de Gobi à pied. 6 mois de marche et d'effort, à la fois pour découvrir le pays et en même temps pour nous révéler. C'était le voyage initiatique de 2 jeunes hommes qui ont besoin de se frotter au monde pour se trouver. Et chose étonnante, dans l'écrin de nature préservée qu'est la steppe, il y a cette espèce de verrue, Oulan-Bator, la capitale qui rassemble un tiers des 3 millions d'habitants du pays et qui se situe à un peu plus de 1000 mètres d'altitude avec ses vieux faubourgs industriels soviétiques. Vous pouvez y arriver l'hiver parce que c'est l'hiver que nous allons passer ensemble ce soir en Mongolie. Si bien sûr la télécommande veut bien fonctionner, on s'en rapproche. C'est comme en Mongolie, quand vous voulez envoyer un SMS avec votre téléphone, souvent vous êtes tellement loin du réseau que vous voyez parfois les Mongols jeter le téléphone en l'air après avoir appuyé sur la touche envoi. Et puis voilà, je vais peut-être essayer de faire ça. Le technicien ne sera peut-être pas très heureux. Regardez la cloche de pollution qui soude Oulan-Bator au socle de la steppe. Oulan-Bator est 1,5 fois plus pollué que Pékin en hiver. C'est vous dire le caractère fou de cet endroit, qui pourtant a mille intérêts. Moi, j'ai une passion totale pour cette ville d'Oulan-Bator, dont nous pourrons parler à la fin de la conférence si ça vous intéresse. Et là, je vous emmène plutôt dans un des 300 petits villages que compte la steppe, des villages de 2, 3 ou 4 000 âmes. Et là, c'est le village de Malchin. Malchin qui veut dire éleveur en mongol. Nous sommes à 1300 km de la capitale. Il faut 2 jours et 1 ou 2 nuits selon les pannes pour y arriver. Et puis, pendant ce temps, vous buvez quasiment autant de litres de thé. La Mongolie, c'est un pays dans lequel vous passez la première partie de la journée à boire du thé, et puis la seconde moitié à tenter de vous en débarrasser. Je vous l'ai dit, le village s'appelle Malchin parce que même les gens qui ont un travail ne survivent que grâce au système D, à l'échange, au réseau de parenté, d'amitié, d'obligation qui vous permet d'obtenir ce que vous n'avez pas et de vendre ou de troquer ce que vous avez produit. Les gens ne vivent que grâce au petit bétail qu'ils ont. Je vais tenter de faire des... Voilà. Alors, je vais partir passer l'hiver dans une famille dont je n'avais jamais entendu parler. Je connaissais seulement le nom du père de famille. Je n'avais jamais été en contact ni par téléphone, internet, courrier avec eux. C'est par des amis qui habitent ce village, des amis mongols, que j'avais eu connaissance de ce Gotov. Gotov, le père de famille, qui avait comme surnom Gotov le moustachu. La majorité des Mongols étant glabres, la moustache est un privilège de roi. Et même à Oulan-Bator, quand je parlais aux gens de Malchin de Gotov, on me disait Gotov le moustachu, preuve que c'était quelque chose de très très rare. Alors, j'ai tenté de rejoindre son village en voiture et cela a pris, alors qu'il n'y avait que 30 à 35 km entre le village et son campement. Alors, rassurez-vous, c'est pour vous mettre dans l'ambiance de la Mongolie qui, en plus des pénuries, rencontre énormément de soucis techniques. Vous voyez les efforts qu'on fait pour vous plonger dans l'ambiance. On va tenter à nouveau de passer. Alors, pour parcourir ces 30 km, nous avons mis 4 heures. 4 heures en voiture qui m'ont permis de m'apercevoir que dans ces régions-là, mieux vaut parfois cheminer à dos de cheval ou de chameau qu'en voiture.
puisque à chaque passage de col, à chaque fondrière, vous allez vous enneiger et vous allez devoir passer une petite demi-heure ou une petite heure à déneiger le véhicule et à parcourir quelques dizaines de mètres supplémentaires. Mais voilà qu'enfin, j'arrive au campement de Gotov, qui lui-même rentrait du village en voiture. Le voici, Gotov le moustachu, le Gaulois des steppes, et en arrière-plan, son épouse Oyun Chimek, à peine plus âgé que lui, ce qui était une sorte d'hérésie pour la majorité des Mongols, mais ce qui dénotait aussi son originalité. Je m'assois chez Gotov, le rituel d'hospitalité imposant qu'il vous serve le thé avant même de vous poser la moindre question. Par politesse, on vous réhydrate avant de vous embêter avec sa curiosité. Et puis voilà, quand arrive la première question, ou l'une des premières questions, il paraît que tu veux passer l'hiver chez nous. Oui, combien de temps? Oui, il n'était vraiment au courant de rien. Je lui dis 3 mois, est-ce que ça pose problème? Et lui qui me répond, pourquoi cela poserait-il problème? Cela semblait très simple que je vienne chez lui. La preuve, c'est que 5 minutes après, il m'a mis son jeune enfant dans les bras, Khatna, qui a 1 an et demi, en me disant, voilà ton nouveau petit frère pour les 3 prochains mois, maintenant, c'est toi qui t'en occupes. C'est dans ce paysage dépouillé que j'ai passé donc 3 mois avec l'habitation des hommes, la yourte, donc cette tente circulaire uniquement composée de feutre, la laine de mouton bouillie et transformée en couverture et de bois de saule, et puis ensuite l'habitation des animaux. 250 chèvres et brebis, ce qui dit que c'est une famille pauvre en Mongolie, très très pauvre selon nos critères. 250 chèvres et brebis, une petite douzaine de vaches, de veaux, et puis un cheval et 2 chiens. Voici Khatna, mon nouveau petit frère improvisé. Voilà, je m'étais porté volontaire sans le savoir. Nous sommes là à l'aube du premier matin. Le soleil s'est levé. Nous nous levons vers 7 heures. À ce moment-là, Gotov, courageusement, reste blotti sous sa couverture pendant que sa femme se lève et rallume le feu sous la yourte, puisqu'il y fait entre 0 et moins 5 degrés. La nuit, donc tout a gelé sous la yourte. Et puis, pendant que Gotov reste sous la couverture, Oyun Chimek rallume le feu, lance le premier thé de la journée qui va nous réchauffer. Et Khatna, lui, fait ses besoins à l'endroit même où, le soir, nous nous coucherons. Voilà. Khatna, tous les matins pendant 3 mois, a fait ses besoins sur le matelas, 1,5 cm de feutre, où nous dormions. Dès le premier matin, c'était une mise dans l'ambiance assez étonnante. Vers 8 heures, nous avons fini de déjeuner et à grands coups de pied dans les fesses, nous allons forcer les vaches à sortir de l'étable en rondins de mélèze parce que le bétail n'est pas du tout à fourrager pendant l'hiver. Les quelques ballots de luzerne que vous voyez là seront réservés pour les femelles au printemps, au moment de l'agnelage, pour les chèvres et les brebis les plus faibles. Et sinon, pendant 3 mois d'hiver, alors qu'il fait entre moins 25 et moins 50, le bétail doit gratter la neige et chercher l'herbe tout autour du campement. Nous chassons les vaches, et puis vers 10 heures, Gotov disait que vers 10 heures, la température se réchauffait. Effectivement, on passait de moins 30 à moins 25 ou moins 20 selon les jours. Et à ce moment-là, nous faisons sortir les pattes courtes, les brebis et les chèvres. Pattes courtes parce qu'elles pâturent non loin du campement. Pattes longues, chameaux, chevaux, vaches, pâturent beaucoup plus loin du campement. Voilà, nous les faisons sortir et le berger va se charger. Alors vous voyez, il y a quand même l'aide de camp, mon petit frère Khatna, qui lui, malgré le fait qu'il s'était fait charger 1 ou 2 fois par le bouc, continuait toujours de nous accompagner et de travailler. Et vers 10 heures, le berger va partir avec le troupeau. Le berger part vers 10 heures, il ne revient que vers 17 heures ou 18 heures. Voilà, sans avoir ni bu, ni mangé, et en étant resté seul au pâturage avec les bêtes. Ça m'apparaissait complètement dingue au début, et puis de voir partir Gotov et de ne le voir revenir que le soir. Je me disais, bon, il doit bien y avoir un campement ou 2 dans lesquels il boit un bol de thé. Non. Quelques semaines après, il m'a emmené avec lui pendant 3 jours. Ça a été ma formation. Et ensuite, basta. Il me confiait le troupeau. Il faut savoir que pour ces gens-là,
Le troupeau, c'est leur compte en banque sur pattes. C'est l'intégralité de leur richesse. Voilà, ils m'ont confié ça. Voilà, et pendant 3 mois, ensuite, je partais vers 10 heures et puis je revenais vers 17 heures ou 18 heures, relativement rafraîchi. Si vous restez au campement, ce qui était mon cas durant les premières semaines, vous avez comme compagnon le cheval qui est très rarement utilisé parce que lui aussi, on ne lui donne pas de foin. Il est en toute liberté, il pâture en toute liberté dans la steppe et de lui-même, il revient de temps en temps au campement et on ne le cherche ou on ne l'utilise que s'il y a une urgence, si des animaux se sont perdus ou s'il y a quelqu'un de malade, il faut aller chercher un médecin, etc. Les 2 chiens de protection, de défense, pourrait-on dire, les Banjar, sont des descendants des grands mastifs tibétains. Les Mongols les appellent Dörvennutte, c'est-à-dire qu'ils ont 4 yeux. Et si vous regardez effectivement juste au-dessus de leurs yeux, les 2 petites taches de poils couleur flamme sont, selon les Mongols, des yeux magiques permettant au chien, même durant sa sieste, de continuer de veiller sur le troupeau. Voilà. Et c'est vraiment l'utilité de ces chiens-là. Ce ne sont pas des chiens de manœuvre, de berger, ce sont des chiens de défense. Ils sont laissés en toute liberté. On leur demande simplement de chasser les loups. Une fois le bétail parti, il est temps de nettoyer la bergerie de toutes les bouses et de toutes les crottes fraîches de la nuit. Et donc, à main nue, vous allez les ramasser alors qu'il fait moins 30 degrés. Vous ramassez donc tout ce début de purin humide. Vous chargez des sacs de 15-20 kilos et puis vous en évacuez une quinzaine ou une vingtaine à une centaine de mètres de là. C'est un travail harassant, vraiment difficile. Heureusement, j'avais mon aide de camp, Khatna. Alors Khatna, là nous le voyons à la collecte de l'argal. L'argal, c'est la crotte et la bouse et le crottin séché qui servent de combustible pour la cuisine, les rituels, pour se chauffer, etc. Et là, c'était la collecte pour le soir. Alors Khatna, au début de l'hiver, nous lui avions acheté une paire de gants à sa taille. Et puis évidemment, en quelques semaines, comme les gants n'étaient pas attachés, il les a perdus. Et donc il a passé tout l'hiver ensuite main nue par moins 30, moins 40. Khatna, c'était un petit gars très impressionnant. Lorsque sa mère et moi étions occupés à la traite du bétail en fin de journée, il pouvait rester jusqu'à 1 heure ou 1 heure et quart tout seul avant de se mettre à chouiner ou à pleurer, à 1 an et demi. Voilà. Là, vous le voyez près du feu, voyez, qui est allumé, hein, le poêle est absolument brûlant. Ses jouets principaux, c'était un couteau, un ciseau, un stylo. Et donc pendant 3 mois, il jouait dehors par moins 30. Alors sa mère lui avait très vite cousu des grelots sur les bottes, de manière à ce qu'on puisse le localiser. Voilà. Parce qu'effectivement, la yourte ne vous isole pas comme une maison en dur des bruits extérieurs. Donc le berger sait constamment s'il neige, s'il grêle, s'il vente. Et puis il écoute les aboiements des chiens ou les grelots de Khatna qui nous permettaient de le localiser. Alors on entendait gring, 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 gring. On savait que Khatna était vivant et jouait, puis de temps en temps, plus un bruit. On ouvrait la porte, Khatna était planté dans la neige, avec les mains dans la neige. On allait le relever, on lui réchauffait les mains en les mettant sur le ventre ou sous les aisselles, et le voilà qui retournait jouer. Quand je partais au troupeau, Gotov, lui, ne restait jamais inactif. On le voit qui réparait des sangles de sel, des brides, le lourga aussi, vous savez, la perche lasso qui permet aux cavaliers de capturer les animaux. Et lorsque de temps en temps j'avais un court moment de solitude, j'en profitais une petite fois par semaine pour faire une toilette. Une toilette patiente au début, et puis passer la première angine, ça a été une toilette de chat. Et puis évidemment, c'est toujours quand vous êtes nu à vous nettoyer sous la yourte que la grand-mère arrive, la grand-mère qui a parcouru une heure de marche dans la steppe et qui vient simplement prendre des nouvelles de son petit-fils. La journée se passe comme ça, et vers 16h, 17h, il est temps de prélever un tout petit peu de lait aux vaches du troupeau, un tout petit peu pour blanchir le thé, comme disent les Mongols. Ils boivent le thé avec du lait, avec du sel, du beurre, de la crème, un peu comme au Tibet, si vous voulez. Et ils doivent surtout laisser le maximum de lait aux femelles et donc aux veaux, qui eux aussi ne sont pas affouragés.
Et en fin de journée, alors là j'ai forcé la pellicule de l'appareil photo, mais il faisait quasiment nuit. En fin de journée, le berger rentre. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un goéland qui s'est posé sur un pont de bateau. Vous savez, il a cette démarche un peu chaloupée comme ça. Et bien, le berger qui pendant 8 heures a été immobile par moins 30, il a un peu cette démarche-là. Et puis, il faut imaginer, il fait 15 degrés sous la yourte, il fait moins 30 ou moins 40 dehors. En un pas, vous passez du frigo à la rôtissoire. C'est très impressionnant. C'est une sorte de couperet. Quand vous rentrez sous la yourte, vous êtes content de retrouver la chaleur et en même temps, ça vous abat. Voilà. Et Gotov, tout de suite, c'était une sorte d'Hercule. Vous savez, ce genre d'homme on a toujours l'impression que ses vêtements sont trop petits pour lui. Voilà, une sorte de masse. Il avait un rire d'enfant aussi. C'est quelqu'un qui n'a jamais compris pourquoi j'avais froid aux doigts. Il avait des mains, c'était des battoirs, et il travaillait toujours sans gants. C'était quelqu'un de très impressionnant. Je l'ai vu partir à moto sans gants. Et donc à moto, il avait 7 heures pour rejoindre le village, 7 heures par moins 30. Voilà. Il mettait les mains dans ses manches, il se servait des manches de sa tunique comme de gants, et le voilà parti. Alors, tout cela paraît très répétitif. Il faut imaginer que là, en l'espace de quelques minutes, nous avons vu une journée, le défilement d'une journée, le résumé d'une journée, et tout cela se répète de journée en journée pendant 3 mois. Sauf que, heureusement, les Mongols ont le sens de la fête. Voilà. Quand j'ai commencé de m'intéresser à la Mongolie, il y a très longtemps, j'avais lu le récit d'un écrivain voyageur anglais qui disait « Quand les Mongols font la fête, le reste de l'Asie se barricade ». Et effectivement, j'ai eu un aperçu d'explication lorsque Gotov m'a dit un jour, tiens, demain, c'est la fête de la communauté. La communauté, c'était 70 familles qui se rassemblaient le lendemain à un col en pleine montagne, dans une maison qui n'est jamais habitée ou jamais utilisée, sinon pour les élections, pour la conscription militaire, bref, pour des événements communautaires et pour les fêtes. Et il m'a dit, ça commence à 11h, ça se finit à 7h. Je me dis, bon, très bien, on emmène le troupeau dans la steppe, on le confie à la mère de famille, et puis Gotov et moi, on part en emmenant des voisins et des voisines, etc. Alors nous partons vers 10h, après avoir fait chauffer ou préchauffer la voiture pendant 1h30. Il faut imaginer que tous les carters ont gelé, et donc il faut allumer un feu sous la vieille Jeep soviétique de Gotov. On la réchauffe, on fait tout fondre pendant 1 heure ou 1h30, puis on part. On fait 1h30 de tournée des campements voisins pour trouver de l'essence, la charger d'un certain nombre de voisins. Une Jeep de 4 à 5 places, c'est 12 à 13 personnes. Et puis nous voilà en route. À 11h, nous arrivons dans ce lieu qu'il faut réchauffer en allumant des poêles, etc. Et puis arrivent des cavaliers, des motards, des gens en voiture, en camion. Jusqu'à 200 personnes ont afflué dans cette petite maisonnette où, au fil de l'après-midi, a commencé de se monter une sorte de grande kermesse villageoise avec des concours de pompes pour les jeunes garçons, des jeux qui mettent en relation les différentes générations et puis les différents sexes, des bals, des concours de chant, bref, tout type de choses. Et puis, vers 7h, je m'attendais à ce que ce soit la fin prévue de la fête. Et Gotov me dit, là, ça commence. Et là, je me suis dit, ouf. Et ça s'est poursuivi jusqu'au lendemain matin, sans repas, sans boisson, sans rien. Les gens ont dansé, valsé, et ils dansent magnifiquement bien avec leurs grosses bottes en feutre et en cuir, avec leurs vêtements, vous voyez, les tenues d'hiver qui sont très épaisses et très lourdes. Vers 6h du matin, je craquais complètement en me disant, ils sont fous ces Romains, ils sont fous ces Mongols, pardon. Et Gotov, vers 7h, arrive en me disant « Marc, ça y est, la fête est finie, ça t'a plu ?» Moi, je me dis « Ouf, on va enfin rentrer à la maison. » Non, non. La fête était finie à l'intérieur, elle s'est poursuivie pendant 1 heure à l'extérieur. Alors là, en pleine nuit. Là, je n'avais pas mon thermomètre, mais en journée, il fait moins 30, moins 35. Là, je ne sais pas combien il faisait. Et autour d'un feu, épaule contre épaule, il y a eu une gigantesque bataille de boules de neige. Et puis, les gens ont chanté pendant 1 heure. Et ensuite... Alors que les gens se dispersaient en sautant sur leurs chevaux, leurs motos, etc., Gotov et moi, avec 2-3 autres, avons poussé sa Jeep soviétique au-dessus du feu, de manière à nouveau la dégeler avant de repartir.
Et tous ces gens-là étaient pressés de rentrer chez eux parce que les attend le troupeau qui, lui, doit être sorti et emmené au pâturage sous peine de ne pas passer l'hiver. Et nous voici donc arrivés au campement. La mère de famille nous avait préparé un thé, des beignets, etc. Moi, j'étais affamé, déshydraté. Gotov se jette sous sa couverture en me disant « Marc, ça y est, maintenant, tu es un vrai Mongol. C'est à toi de t'occuper du troupeau. » Et il m'a mis dehors, il est resté avec sa femme et j'ai eu le temps de boire un bol de thé et c'était reparti pour 8 heures de veille dehors. Alors il y a d'autres événements comme ça, et notamment la venue du lama Balamjav. Khatna, mon petit frère, était malade d'une sorte d'angine depuis plusieurs jours. Il avait de la fièvre, il bougeait de moins en moins, il était tout rouge, on commençait de s'inquiéter. Donc Gotov a fait venir le lama qui s'est mis à réciter des prières. Il a sorti son livre de prières, il nous a demandé un bol de lait. Et tout au long de la récitation de sa prière, régulièrement, il se saisissait du bol de lait, il crachait dedans, il reposait le bol de lait, et puis il reprenait la récitation de sa prière comme ça. Et en fait, la récitation de la prière lui permettait de charger sa salive en éléments magiques, et donc en éléments qui potentiellement pouvaient soigner Khatna. Et à l'issue de la prière, il nous a tendu le bol de lait, et il nous a dit, voilà, partagez-le. Et 2 jours après, nous avons conduit Khatna à l'hôpital. Et puis, bon, ça n'était pas très très grave, mais dans ces environnements, tout est vite difficile. Alors l'apex, le sommet, l'événement le plus important de l'hiver en Mongolie, c'est la grande fête familiale, le nouvel an lunaire ou le nouvel an chinois, comme on dit ici, qui se produit à peu près mi-février ou fin février et qui va rassembler autour des campements et puis surtout autour des anciens, toutes les familles, tous les amis, tous les parents qui vont se rendre visite. Alors pour cela, il faut produire une quantité d'alimentation puisque chaque personne doit visiter toutes ses connaissances et chacune de ses connaissances doit le nourrir. Donc c'est une succession d'échanges de repas. Alors moi, au maximum, ça a été 8 repas dans la journée, 8 repas de viande et de pâtes, etc. Et puis, mais certains Mongols me parlent de 9 à 12 repas dans la journée en fonction de la tournée. Alors évidemment, l'une des choses les plus importantes, ou du moins les plus précieuses, la vodka, qui est l'alcool de base en Mongolie, c'est très important, notamment parce que c'est très cher. Donc symboliquement, c'est quelque chose qu'on offre à la fois aux hommes et puis aux esprits aussi. Car le premier jour de l'an, avant que le soleil se lève, les hommes du campement vont quitter la yourte, emporter avec eux un certain nombre d'offrandes, faire l'ascension de la montagne qui domine le campement. C'est là, paraît-il, que vit l'esprit qui dirige cette portion de terre, et les Mongols considèrent qu'ils vont, d'une certaine manière, payer le loyer à l'esprit et le remercier de les accueillir. Ils vont donc sur un cairn, allumer un feu et déposer dans ce feu tout ce qui leur est important, tout ce qui leur est cher. Alors ce qui est cher, c'est évidemment ce qu'on a acheté aux épiceries, comme les bouteilles d'alcool, mais aussi ce qui est important, c'est ce que la famille a produit, tous les produits laitiers et la viande. On se prosterne face aux esprits et ensuite on va se prosterner face aux anciens. On témoigne son hommage et son respect aux esprits et aux anciens qui en retour, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, doivent vous nourrir. Vous avez peut-être dans certains restaurants chinois mangé ces petits, alors ça a tout un tas de noms, et notamment baozi en chinois et budz en mongol, ce sont de petites ravioles cuites à la vapeur, fourrées de viande de mouton, et que vous avalez toujours par 3, 6, 9, 12, etc., des chiffres auspicieux. Et c'est ainsi que vous... Alors ce monsieur, j'ai pris la photo parce que ce monsieur en était à sa 4e visite. Et vous voyez son bol qu'on lui demandait de vider. Hein. Voilà. C'était son 4e repas de la journée. Et puis on immortalise ces moments autour de l'ancien qui avait là 80 ans. 80 ans, c'est under naste, comme disent les Mongols, c'est-à-dire âgé en altitude. Voilà.
Simplement une photo de paysage pour vous dire le type de terrain dans lequel j'évoluais et dans lequel j'apprenais à manier le troupeau de Gotov. Autrement dit, j'ai développé des capacités de trailer, moi qui n'étais pas coureur, puisque quand vous êtes un mauvais berger, vous courez beaucoup. Voilà, ça a quand même un avantage. Alors l'hiver a des facettes joyeuses et d'autres un peu plus tristes évidemment. Il faut imaginer qu'avec des nuits à l'abri du vent, au maximum nous avions moins 48 degrés dans le village, et en plein vent vous êtes à moins 60. Donc chaque nuit vous rentrez une dizaine ou une douzaine de têtes de bétail, les plus faibles, les malades, les jeunes, etc., pour les abriter du vent. Et la buée que vous voyez, c'est à chaque fois que vous ouvrez la porte, la différence de chaleur, de température entre la petite chaleur intérieure, les 12-15 degrés de la yourte, et puis le froid. En janvier, c'est terrible, le froid. Et le bétail, lui, ne résiste difficilement, même si ce sont des variétés de moutons très, très rustiques, avec des réserves de graisse. Et cette année-là, c'était une année de froid intense et surtout d'enneigement excessif. Le bétail, là-bas, est habitué au froid, mais il faut absolument qu'il ait accès à l'herbe pour renouveler ses réserves. Ça, c'est une photo que j'ai prise quand la communauté s'inquiétait du froid, justement, et de l'enneigement. Et chacun de ces éleveurs perdait chaque nuit 5 à 10 ou 15 têtes de bétail. Et donc, quand ces gens-là ont 250 ou 300 têtes de bétail comme Gotov, vous imaginez qu'en l'espace de quelques semaines, ils n'ont plus de quoi vivre. Heureusement, l'État, cette année, le gouvernement local de la province avait acheté en Russie quelques bottes de foin pour les distribuer aux éleveurs, ce qui n'a pas suffi, évidemment. Et en même temps, c'est toujours étonnant, une des choses qui me fait retourner constamment dans ce pays, c'est la joie de vivre, la résilience, le mot est à la mode, mais très adapté à ces gens-là. Il m'est arrivé à Oulan-Bator, dans la capitale, comme au passage d'un col à la campagne, de pousser le bus dans lequel j'avais quand même pris ma place et payé un ticket, et de le pousser avec tous les passagers du bus, pendant que le chauffeur de la compagnie était assis à l'intérieur en disant « Allez, plus vite, plus vite !» Et tout le monde riait de ça. Voilà. Et c'est assez étonnant toujours d'entendre les Mongols vous parler des difficultés. Quand vous leur faites parler des difficultés, ils se diront fiers de les traverser. Vous voyez, ils ne se plaindront jamais de les subir. C'est très étonnant. Voilà, ce monsieur qui était venu chercher des sacs de compléments alimentaires pour le bétail qui avait été, pareil, distribué. Il repartait, donc il était venu à 1 jour et demi de marche à dos de chameau, et là il repartait, le chameau étant chargé, il repartait à pied. Donc 1 jour et demi seul dans la steppe. Ma femme me dit « tais-toi de temps en temps, ça fait du bien ». Alors là, je viens de penser à elle, et du coup, je vous accorde une petite pause. Qui dit visite en Mongolie dit nécessairement alimentation et repas. Voilà, c'est le sens de l'hospitalité en Mongolie, c'est le partage alimentaire, et ça donne évidemment énormément de travail aux femmes qui doivent alimenter chacune des personnes qui passent. Et en revanche, ça c'est l'alimentation de prestige, la viande, celle qu'on donne aux invités, et en revanche, nous, au sein de la famille, on se contente uniquement toute la journée, durant des mois, de beignets. Voilà, et puis trempé dans du thé au lait. Et quand il n'y a pas de visite, Oyun Chimek, la mère de famille, ne reste pas inactive. On la voit là en train de coudre les semelles des bottes. C'est elle qui confectionne intégralement les bottes de toute la famille et qui coud aussi tous les vêtements, pardonnez-moi, de la famille. On la voit là avec Baram Tsetseg, qui veut dire fleur de lotus, qui était une des très belles femmes du coin et une des plus costaudes. Je m'amusais à faire des concours. Vous savez, quand on évacue le crottin et la bouse fraîche de la bergerie le matin, elle arrivait toujours à porter des sacs plus lourds que moi. Voilà, c'était très, très impressionnant. Et pendant ce temps, les enfants sont laissés très libres. Laissés très libres jusqu'à l'âge de 5 ans. À partir de 5 ans, on considère qu'on doit d'une certaine manière resserrer la bride. Mais jusqu'à ces 5 ans, ils ont le droit, pour ainsi dire, de
de ne pas faire grand-chose et surtout de braver les tabous. La vie quotidienne en Mongolie est ponctuée, rythmée et circonscrite par un certain nombre de tabous religieux, de croyances, et les enfants sont les seuls jusqu'à 5 ans à avoir le droit de les braver. Alors ils jouent aux osselets, ils s'amusent dehors, ils luttent énormément aussi, ça c'est le sport national, la lutte. Si un jour d'ailleurs vous allez s'il y a parmi vous des passionnés de Japon, vous remarquerez, si vous vous intéressez au sumo, vous savez cette lutte emblématique, cet art martial emblématique du Japon médiéval, il y a parmi les 40 meilleurs lutteurs, parmi les 50 meilleurs lutteurs de sumo, il y a 40 Mongols. Voilà. Parce que la lutte en fait est enseignée dans toutes les écoles et c'est vraiment le sport national. L'importance des anciens, on l'a vu dans la fête du Nouvel An, et puis ensuite dans la vie quotidienne aussi, puisque ce sont eux qui vont, lorsque les parents s'occupent du troupeau, transmettre les chants, le patois local, les expressions, les on-dit sur les voisins, etc. Et puis, quand les enfants grandissent, là, ça devient moins drôle. Un jeune dont je n'ai pas parlé, c'était le premier enfant de Gotov et Oyun Shimek. Il était au collège dans la grande ville de la province. Il n'était qu'à 60 km, mais en 3 mois, il n'a vu ses parents qu'une semaine. Voilà. Et une semaine de travail acharné, puisque c'est aux adolescents qu'on confie les tâches les plus dures en Mongolie, de manière, comme ils disent parfois, à les dresser. Voilà, on considère qu'il faut commencer d'en faire des hommes et donc les familiariser avec les tâches les plus difficiles. Ces jeunes hommes, comme Gotov, partaient au village à moto. Alors, vous voyez, là, ils ont des tout petits gants en laine, mais vraiment qui protègent à peine. Et donc là, ils partaient pour 6 à 7 heures de moto. Hein, voilà. Et malgré ça, avec l'insouciance de la jeunesse, ils s'amusaient, malgré les pannes de leur moto chinoise. Et puis, l'hiver touchant à sa fin au mois de mars, c'est la période bénie et en même temps très difficile de l'agnelage. Malheureusement, les 10 premiers chevreaux que j'ai rapportés dans ma veste, dans les poches du treillis du pâturage, sont tous morts. Et quelques jours après, je les portais sur le tas de déchets. Voilà, une photo que j'avais prise lors d'un des moments que je préférais. La seule eau de boisson, la seule eau de toilette ou utilisée pour la cuisine, c'est de la neige fondue. Il faut donc 1 à 2 ou 3 fois par jour grimper dans la montagne, remplir des sacs, les redescendre à la yourte et puis repartir comme ça. Au début, ça vous semble être une corvée très difficile. En même temps, c'est le seul moment d'intimité. Chose étonnante, ici, pour avoir de l'intimité, on s'enferme. Là-bas, on va dans la steppe. Vous êtes seul avec le troupeau, vous êtes au milieu de rien et vous pouvez être vu par tous, mais vous êtes tranquille, vous êtes seul. Et pareillement, quand vous allez effectuer certaines corvées de neige, il y a là, surtout le soir, une grande paix. C'était très, très beau. Voilà une des seules photos que j'avais prises de moi. Alors je posais fièrement, mais j'étais dans un état d'épuisement radical. Ma femme m'a rarement vu aussi fatigué à mon retour. Plus là que lorsque je partais marcher durant 6 mois, paraît-il. Voilà. Et enfin, une photo de ce monsieur qui était, je n'oserais pas dire un copain, mais un très bon ami durant ce séjour, qui est décédé récemment et qui était une sorte d'oncle pour Ratna, un personnage qui avait vécu le socialisme à la soviétique qui était avant les années 90, qui avait ensuite vécu la décennie de transition. Vous vous souvenez sûrement des pénuries et des famines en ex-Union soviétique dans les années 90. Crise économique qu'on dit plus difficile que celle de 29 aux États-Unis. Voilà. Il avait vécu ça, et puis maintenant l'économie de marché où il tentait de s'adapter grâce toujours à la liberté que la steppe et la vie dans la steppe avec le troupeau lui permettait. Voilà, et je vais achever en disant juste quelques mots j'ai écrit une douzaine de livres sur la Mongolie, et en voici quelques-uns. Alors, en 2 mots, Sous les yourtes de Mongolie, c'était mon premier livre, c'est le récit des
des premiers voyages à pied, les 7000 km à pied. Ma grande sœur mongole, donc ma grande amie mongole, Nara, vous l'avez peut-être vue aux côtés de Cécile de France dans un film qui s'appelle Un monde plus grand et qui relate l'initiation au chamanisme d'une Française partie en Mongolie. Il se trouve que cette Française, c'est Corinne Sombrun, et ma grande sœur Nara a été sa guide et a joué son propre rôle maintenant aux côtés de Cécile de France. C'est une femme qui est née en contexte très pauvre, comme ce que vous avez vu là, à la période soviétique, et qui aujourd'hui à Oulan-Bator conseille des ministres, essaie de développer des écoles, etc., et travaille pour le bien de sa communauté. Vous connaissez peut-être le nom, j'en ai parlé tout à l'heure, de Nikolai Przewalski, par le cheval de Przewalski, cet officier de l'armée du Tsar qui a consacré toute sa vie à parcourir et cartographier les plaines centra-asiatiques, le plateau tibétain et les contreforts mongols. J'ai établi, annoté son texte. Ensuite, une réflexion sur la Mongolie contemporaine. Mongolie entre l'ours et le dragon, avec des enjeux miniers notamment. Vous entendez souvent parler de la Mongolie par ses richesses, les richesses de son sous-sol, en or, en molybdène, en charbon. Je me suis amusé pendant 2 ans à traduire 2500 proverbes mongols. J'en ai gardé 150 ici, classés par thème. Et puis La vertu des steppes, qui est une petite réflexion sur la vie nomade. Et l'hiver que j'ai brièvement raconté ce soir est également est un peu plus longuement développé dans cet ouvrage-là. Et puis j'ai ici un ouvrage que je viens de faire paraître, un recueil d'une vingtaine de nouvelles dans lequel j'ai essayé de lancer tout ce que j'avais pu non pas découvrir ou apprendre de la Mongolie, mais ressentir de manière à plonger le lecteur dans des ambiances de la Mongolie contemporaine ou passée. Voilà, je vous parlais de proverbes mongols. Il y en a énormément. Les Mongols en ont fait des dictionnaires entiers. Ils en auraient à peu près 10 000. Si on pouvait en retrouver un ce soir pour conclure ma conférence, ça rejoindrait ce que disait ma femme tout à l'heure sur ma capacité à être bavard. C'est « Ukotlo, ukur hordon ». Paroles nombreuses, vaches dispersées. Alors avant que vous vous dispersiez, je vous remercie pour votre attention. Je me tiens à la sortie si vous voulez m'encourager en me faisant dédicacer quelques-uns de mes livres. Et je serai demain toute la journée sur le stand de la librairie Landru. Voilà, merci.